Le grand soir politique, bienvenue si vous nous rejoignez. On va décrypter ensemble l'actualité politique et surtout cette toute dernière annonce tombée il y a 1 heure à peine. Elle concerne les fonctionnaires. Le gouvernement va rétablir le jour de carence non indemnisé. C'est Gérald Darmanin qui s'est chargé de cette annonce, ministre de l'Action et des Comptes publics. Et il l'a fait lors des États généraux des comptes de la Nation réunis à Bercy. Antoine Bourdarias était sur place. Dire la vérité sur la situation des comptes publics, c'était l'objet de ces états généraux cet après-midi à Bercy. Et d'après le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, cette vérité est sans appel. Après avoir évoqué à demi-mot les dérapages budgétaires de l'ancien gouvernement, le ministre a fait plusieurs propositions pour redresser la barre de ces comptes publics, comme par exemple le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique. Écoutez Gérald Darmanin, il est au micro de Gabriel Moret. Nous allons proposer, c'est les parlementaires qui le décideront, que nous puissions rétablir une journée de carence afin de rétablir de l'équité entre le public et le privé. Et j'ai dit d'ailleurs au syndicat de fonctionnaires, dès ma prise de fonction, puisqu'il s'agissait d'un engagement de la majorité, que nous allons aussi accompagner notamment les fonctionnaires les plus touchés parce qu'ils sont les moins bien payés, dans l'accès aux soins par exemple, un accompagnement autour de ces difficultés. Mais ça ne peut pas être ce jour de carence qui n'existe plus et qui a malheureusement fait 40% de micro-absentéisme dans la fonction publique territoriale et dans d'autres fonctions publiques. L'autre priorité pour le gouvernement, c'est de passer dès cette année, en 2017, sous la barre des 3% de déficit public, ces fameux 3% qui sont imposés par les traités européens. Pour y arriver, il faudra faire au plus vite entre 4 et 5 milliards d'euros d'économies. D'après Gérald Darmanin, ces économies concerneront essentiellement les budgets des ministères. Retour donc du jour de carence pour les fonctionnaires. C'est une information majeure sur laquelle nous allons revenir avec nos invités. Éric Berdoati, bonsoir. Vous êtes maire LR de Saint-Cloud, c'est tout près de Paris. Denis Demontpion, bonsoir. Journaliste politique. Nicolas Boudot, conseiller en communication associé au cabinet Tilder. Et Renaud Pilat, notre éditorialiste. Renaud, est-ce qu'on peut d'abord recontextualiser cette annonce du rétablissement du jour de carence ? Il y a une semaine, on a eu le rapport de l'audit de la Cour des comptes qui a montré un dérapage budgétaire de 5 milliards d'euros cette année. Or, le gouvernement veut absolument respecter les 3% de déficit par rapport au PIB. C'est une promesse de Bruxelles. Emmanuel Macron veut rester dans les clous. Il faut trouver 5 milliards. Du coup, Gérald Darmanin, cet après-midi, a proposé un certain nombre de mesures, notamment le retour du jour de carence, la suppression du jour de carence. Alors, qu'est-ce que c'est ? En 2011, la droite, sous Nicolas Sarkozy, crée ce jour, c'est-à-dire qu'en réalité, pour les fonctionnaires, lorsque vous avez un jour d'arrêt maladie, vous êtes plus payé. Vous n'êtes pas payé ce jour d'arrêt maladie. En 2013, sous le gouvernement Jean-Marc Ayrault, on rétablit la possibilité d'avoir ce premier jour où vous êtes payé. Or, toutes les études ont montré, et c'est vrai, que ça favorise le micro-absentéisme, c'est-à-dire le fameux premier jour d'arrêt maladie, premier jour d'arrêt de travail, dans la mesure où vous êtes payé. Bon, en gros, c'est dissuasif pour ceux qui aimeraient s'absenter. Exactement, et d'après les études, ça coûte 170 millions d'euros par an. Donc, le gouvernement veut rétablir ce paiement de ce premier jour d'arrêt maladie pour les fonctionnaires. Alors, on va entendre dans un instant ce qu'en pensent les fonctionnaires, et on imagine qu'ils sont en colère. Éric Berdoati, d'abord une première réaction sur cette annonce gouvernementale. Écoutez, moi, il se trouve qu'à l'époque, comme vous l'avez rappelé, quand l'Assemblée nationale a voté ce dispositif, j'étais parlementaire et je l'ai voté. Donc, je suis tout à fait content qu'on rétablisse ce jour de carence. C'est une mesure de droite. Pardon de le dire un peu vulgairement, mais c'est exactement... Oui, je ne sais pas si c'est une mesure de droite, mais si vous voulez, moi j'avais plutôt compris qu'on était aux alentours d'un glissement à la Cour des comptes de 8 milliards. 170 millions, c'est pas ça qui va régler le problème, si vous voulez. Donc c'est bien de le faire, franchement, c'est bien de le faire. C'est la base, c'est un début. Non, mais le sujet n'est pas là. Enfin, franchement, je crois que le dernier budget voté à l'équilibre dans notre pays, c'était en 1976. Ça fait 42 ans qu'on n'a pas eu un budget à l'équilibre dans ce pays. Donc on peut toujours rétablir le jour de carence. Mais tout le monde va se mobiliser autour de ça, alors qu'en fait, on a des vrais sujets. Le déficit budgétaire structurel, c'est à peu près 74 ou 75 milliards par an. Bon, après, quand on rajoute les dérapages ou pas des exercices précédents, comme c'est le cas avec le rapport de la Cour des comptes sur les audits, ça fait 9 milliards de plus ou 8 milliards de plus. On voit bien que 170 millions, moi je suis pour le rétablissement, mais ce n'est pas le sujet. Alors, on va y revenir. On va d'abord écouter la réaction d'un représentant de ces fonctionnaires. C'est un secrétaire général adjoint de Force ouvrière. Et évidemment, il trouve cela scandaleux. C'est scandaleux de réintroduire le jour de carence, laissant penser que les fonctionnaires sont plus malades
que les autres travailleurs. Les fonctionnaires ne sont pas plus malades que les autres travailleurs, et en plus, on pourrait même dire que les fonctionnaires, compte tenu de leurs conditions de travail qui se dégradent, sont moins malades que dans le secteur privé. Je ne peux pas à ce stade vous dire si il y aura une mobilisation ou pas dans les jours à venir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les déclarations qui seront faites en conseil commun sur le sujet risquent d'être un peu violentes. Denis de Montpion, après tout, c'est pas vraiment surprenant. C'était une promesse du candidat Macron. Bien sûr, et d'ailleurs, c'était une erreur de François Hollande, d'ailleurs, de le supprimer, très clairement, puisque après avoir été voté sous Nicolas Sarkozy, cette décision avait fait ses preuves, puisque l'absentéisme avait été réduit chez les fonctionnaires. Donc, d'ailleurs, ça ne lui a pas tellement profité, puisque il n'a eu aucun gain électoral d'aucune manière, que ce soit aux élections régionales ou autres. Donc, c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. Alors, moi, j'ai quand même une petite précision sur ces chiffres auxquels vous faites référence. Effectivement, il y a eu une chute vertigineuse de l'absentéisme d'une journée après cette loi, moins 43%. En revanche, la même étude indiquait que l'absentéisme global, c'est-à-dire absentéisme court, mais aussi de longue durée, avait lui augmenté de 35%. Donc c'est quand même une mesure à double tranchant. Je comprends pas bien le sens de votre question, mais ça n'a pas augmenté parce qu'on avait mis en place le jour de carence. C'est pas le sujet. Je pense qu'il y a probablement peut-être un certain nombre de conditions de travail à voir ou à revoir, parce que les collectivités doivent évoluer, comme dans le privé d'ailleurs, la façon dont on se rend à son travail. Vous savez que par exemple, ce qu'on appelle l'accident de trajet, c'est-à-dire vous prenez le train le matin pour venir à la mairie ou pour venir dans votre entreprise, vous foulez la cheville ou vous cassez la jambe dans l'escalator de la gare, et c'est considéré comme un accident de travail. Donc en plus, ça peut être un arrêt très long. Donc, après, il faut regarder de façon très précise ce qu'on met dans ce volume-là. Et il peut y avoir des choses très très différentes. Donc on peut regarder ça de très près, mais en tous les cas, c'est pas le jour de carence qui avait fait augmenter le nombre d'arrêts de travail. Nicolas Boudot, c'est clairement un marqueur de droite quand même. Je ne sais pas si c'est un marqueur de droite, c'est un marqueur d'équité. Parce que dans le secteur privé, il existe des jours de carence. Et là, dans le secteur public, le gouvernement annonce qu'il va proposer qu'il y ait le retour de ce jour de carence dans la fonction publique. Donc peut-être que c'est un marqueur de droite, mais c'est avant tout une mesure d'équité entre la fonction publique et puis le secteur privé. Et en cela, c'est plutôt une bonne mesure. Alors je ne sais pas si elle est de droite ou elle est de gauche, mais c'est une bonne mesure. Et en plus, comme vous l'avez dit vous-même, ce retrait du jour de carence avait entraîné malgré tout du micro-absentéisme, c'est-à-dire de l'absentéisme d'une seule journée. Donc on voit bien l'effet d'aubaine. C'est horrible de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Il y avait un effet d'aubaine pour la fonction publique, et je suis sûr qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, et je suis presque prêt à faire un pari avec vous. Les micro-jours d'absentéisme, ça devait être plutôt le lundi ou plutôt le vendredi, à mon avis. C'est horrible. Après, cela dit, quand on entend certains dirigeants de Force ouvrière et Jean-Claude Bailly ce soir, ils expliquent, et c'est vrai que dans certaines branches, dans le privé, on a négocié le fait justement d'avoir un jour de carence. Et de ne plus avoir un jour de carence, c'est-à-dire d'avoir justement la possibilité, sur des très très petites absences, même une journée, d'être finalement payé. Mais cela dit, pour le gouvernement, c'est facile comme mesure. C'est pour ça qu'ils la prennent, c'est que pour l'opinion, les gens vont se dire il faut que tout le monde soit à égalité. Donc c'est de l'argent trouvé facile, mais c'est une petite somme. Et plus globalement, il y a d'autres mesures qui ont été annoncées cet après-midi, on en reviendra peut-être, c'est-à-dire moins d'emplois aidés au second semestre, ces fameux emplois aidés qui aident à faire diminuer le chômage, qui ont été décidés sous François Hollande, mais qui n'étaient pas financés. Il y avait un nombre énormément d'emplois aidés, de contrats aidés pas financés. La Cour des comptes l'a dit la semaine dernière, et Gérald Darmanin cet après-midi a annoncé, et c'est une confirmation, qu'il y aurait moins d'emplois aidés au second semestre. Denis de Montpion. Et d'autres mesures d'économie qu'on saura dans les jours et les semaines qui viennent. Denis de Montpion, Éric Berdoati nous dit, en gros, c'est une mesurette, mais une mesurette symbolique. C'est sans doute symbolique, puisque c'est vrai que quand Nicolas Sarkozy avait décidé
d'imposer ce jour, il y avait eu un tollé, en effet, à gauche. Et effectivement, donc il y avait une espèce de fixation autour de cela. Et Jean-Marc Ayrault s'était empressé de supprimer. Bien sûr, c'est une des premières mesures, d'ailleurs en pure perte en réalité. Et alors ça a un aspect symbolique, c'est pas aussi anodin que ça. Alors c'est vrai que ça porte sur une somme de 170 millions d'euros, je crois. Oui. Mais néanmoins, c'est un des aspects de ce qui se prépare pour, j'allais dire, d'une certaine manière, remettre au travail la fonction publique. Vous savez, il y a eu ce fameux rapport fait par le maire de Sceaux pour faire en sorte que dans toute la fonction publique, les agents travaillent 35 heures effectives et non pas 33, 2 ou 32, 3, ou etc. Ou enfin, c'est vraiment des horaires en accordéon. Et donc, il y a une volonté d'unifier ça. Et d'ailleurs, ça ne nécessite pas de passer par le Parlement, puisque c'est aux élus locaux de simplement faire en sorte que les fonctionnaires travaillent, je crois, c'est 1604 heures par an effectives. Enfin, il n'y a rien de scandaleux à ça, quoi. Vraiment. Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud, est là pour vous répondre. Non, mais vous avez raison. Enfin, moi, je sais qu'à Saint-Cloud, on est sur un temps de travail vraiment effectif. Mais vous savez, c'est dans une collectivité. Alors, moi, je viens du privé, donc je ne comprends pas toujours les subtilités des grilles, des indices. Bon, on y perd son latin là-dedans. Bon. Dans le public. Oui, dans le public et dans les collectivités locales. Et d'ailleurs, on gagnerait grandement à simplifier tout ça et à pouvoir d'ailleurs avoir une politique de RH beaucoup plus incitative en accompagnant ceux qui se forment, qui passent des concours, des examens, etc., et qui progressent, et qui travaillent beaucoup plus. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, parce que vous avez une grille, un indice, etc. Donc, on gagnerait beaucoup. Mais aujourd'hui, quand vous managez votre masse salariale et vos équipes, vous pouvez le faire comme vous le faites dans le privé, en étant moteur, en ayant envie de leur donner des moyens. C'est pas toujours facile, parce que parfois, on a des équipements vieillissants, c'est pas adapté. Il y a plein de problèmes, bien évidemment. Mais on a quand même la possibilité de faire en sorte d'avoir comment dirais-je, des fonctionnaires qui sont modernes et qui sont adaptés. Et moi, franchement, dans ma commune, mais je ne veux pas plaider pour ma commune, mais moi, j'ai découvert, parce que, encore une fois, je ne venais pas, je n'ai pas de fonctionnaire dans ma famille, je venais du privé, j'ai découvert une administration de qualité, qui travaille, qui aime sa ville. Alors, je ne sais pas, après, quand il y a les grandes régions, quand il y a beaucoup plus de personnel, etc., c'est peut-être plus distant. Mais moi, j'ai été agréablement surpris de la qualité des agents que j'ai trouvés dans ma commune, qui sont vraiment attachés à leur commune et aux missions qu'ils exercent. Denis Demongeon. Non, à cela, il y a un autre aspect, c'est que on sait bien qu'il n'y a pas que l'État qui est au bord du précipice, les collectivités locales aussi. Et il y a eu la réforme des régions, mais il n'y a pas eu véritablement d'économie de fait à cette occasion. Et il est vrai que, en plus de ce jour de carence, le fait pour les fonctionnaires de ne pas travailler les 1604 heures comme il le fallait, ça obligeait à embaucher des contractuels, ce qui alourdissait, et parfois à embaucher d'ailleurs, et ce qui alourdissait les finances publiques. Alors, s'il y a des économies à faire, il est peut-être bon et temps de gratter un peu partout où c'est possible. Mais pour revenir sur le jour de carence, est-ce que vous aviez observé, sans pointer, mais est-ce que vous avez observé dans votre commune ou chez d'autres maires confrères plus d'absentéisme? Moi, je vais vous dire, le jour, en 2012, où on a voté cette mesure, l'année d'après, 35 000 euros d'économie. Chez vous? Chez moi, oui. D'accord. Et en 2013, lorsque le... on les a reperdus. Ah oui, direct. Ah, oui. Donc c'est très concret. Okay. C'est pas sur l'année 2013. Par contre, l'effet des économies, c'était direct. L'année d'après, l'année N+1, clair. Ça s'est dilué sur 2 ans à peu près après. Mais est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train d'essayer de rétablir cette injustice, si l'on peut dire, entre le privé et le public? Est-ce que c'est pas déjà un premier geste? Je vous vois lever les yeux au ciel, mais c'est pas ça. Étape. Non, mais tout ça. Mais oui, moi, je suis d'accord avec vous. Tout ça, c'est formidable. Bon. Mais enfin, franchement, je ne sais pas si on a 2 minutes pour expliquer ce qui se passe dans notre pays. On les a. Parce que vous avez 3 comptes dans le budget de l'État. Vous avez ce qu'on appelle les comptes de l'État, c'est 378 milliards ou 380 milliards à peu près. Ensuite, vous avez le budget des collectivités, c'est aux alentours de 230 milliards à peu près. Et puis enfin, vous avez en 3e les comptes sociaux, c'est aux alentours de 480 milliards. Et là-dedans, il y a l'UNEDIC, la CEDIC, la Sécurité sociale, etc. Bon. Ça fait 40 ans qu'on est en déficit structurel. Pourquoi on ne discute pas et on n'aborde pas les vrais sujets? Le gras, on peut dire beaucoup de choses sur Nicolas Sarkozy, sa présidence, etc. Mais quand il y a eu la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, le 1/2, etc.,
Dans le premier poste budgétaire de l'État, c'est-à-dire le budget de l'État à 378 milliards, beaucoup de choses ont été faites et il y a aujourd'hui plus beaucoup de coulage dans cette partie-là. Sur les collectivités, c'est 8% de la dette publique. La dette publique, c'est 2200 milliards. Pardon de vous embêter avec des chiffres, mais c'est quand même important d'être précis. Oui, bien sûr. Les collectivités, on a baissé de 10 milliards, 12 milliards à peu près depuis... ça a commencé sous la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis ça s'est amplifié avec François Hollande. On a baissé les dotations aux collectivités, on a dit qu'il faut que tout le monde participe aux économies, etc. Je rappelle que c'est quand même à peu près 8% du déficit de la dette publique. Et on s'aperçoit que le déficit structurel du budget, bien qu'on ait baissé les dotations aux collectivités, n'a pas bougé d'un iota. Bon. Et ensuite, il y a les comptes sociaux. Et c'est là où il y a le problème. C'est dans nos comptes sociaux. Et alors, c'est là qu'il y a du gras, comme vous dites. C'est pas du gras, mais c'est là où il y a des choses qui ne sont plus adaptées. Vous savez, c'est pas un problème idéologique, c'est un problème de gestion. À un moment, vous avez des recettes et des dépenses. Il y a un équilibre budgétaire qui ne se fait plus depuis 40 ans. Est-ce qu'un jour, on pourra dire, sans être catalogué de salopard si on veut supprimer tel truc, ou de garçon d'une grande mansétude si on maintient tel autre truc, est-ce qu'on pourra dire, on ne peut plus financer le système sur lequel nous sommes assis? Mais là, le gouvernement va annoncer une revisite du système de soins, des systèmes de soins, des parcours de soins. C'est pas encore extrêmement précis, mais Édouard Philippe, dans son discours, a annoncé un certain nombre de réformes. Oui, enfin, c'était peut-être pas aussi. Non, c'était pas très clair. Drastique, non, c'est vrai. Pour l'instant, pas très clair. On a compris quand même que dans le discours de politique générale, on avait les prélèvements tout de suite. La CSG, c'est 22 milliards de prélèvements. Ça, c'est tout de suite. Y compris, parce qu'avant, on était riche avec 4 000 euros sous Hollande. Maintenant, c'est 1 200 euros. Vous savez, vous êtes retraité à 1 200, vous prenez la CSG. Vous êtes riche à 1 200. Maintenant, les gens sont contents, tout ça, parfait. C'est formidable. C'est 22 milliards de prélèvements supplémentaires, la CSG. Bon. Alors, on m'explique que ça va être compensé par la taxe d'habitation, ça n'a absolument rien à voir. Et on va y venir. Et en plus, la proportion, la taxe d'habitation, c'est à peu près 12 milliards, l'économie potentielle. Bon. Mais ça pose d'autres énormes problèmes, dont on discutera peut-être. Donc déjà, il y a un delta de 10 milliards qui n'est pas comblé. Donc c'est quand même une ponction supplémentaire. 22 milliards, pour qu'on nous comprenne bien, je crois que l'augmentation de la fiscalité sous Hollande, c'est 47 milliards en 5 ans. 22 milliards, ça veut dire qu'une année de CSG, c'est la moitié de ce que Hollande a fait en 5 ans. Sur 5 années de quinquennat, ça va faire 110 milliards de prélèvements supplémentaires. Des baisses de cotisations. Oui, pour les salariés. Pour les salariés, pour alléger encore une fois le coût du travail et pour qu'ils gagnent plus sur leur feuille de paye chaque année. Ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Ça, vous y êtes plutôt favorable, non? Oui, enfin, moi, c'est les chiffres d'Édouard Philippe. Il ne faut pas dire juste hausse de la CSG, c'est hausse de la CSG. Oui, d'accord. Mais pour une mesure de pouvoir d'achat pour les salariés. Il y a plusieurs problèmes. La CSG, d'abord, touche les revenus du travail, du capital et les retraites. L'allègement sur les charges qui pèsent sur le travail, pour le retraité, ça lui fait une belle jambe. Franchement... on privilégie les actifs. Mais ça, ils assument, ce gouvernement. Ils privilégient plutôt les actifs que les retraités. D'accord. C'est un choix politique. Oui, mais après, ça pose un autre problème dont on parlera peut-être tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que la CSG, je vous rappelle, elle est non déductible aujourd'hui. Elle est imposable et non déductible. C'est un autre vrai problème de fond d'ailleurs, parce que si ça prend une proportion en indice très fort, ça veut dire que la non déductibilité va augmenter et donc que votre impôt va s'alourdir. Obligatoirement, votre impôt sur le revenu. Bon. Et puis la troisième chose, je vous rappelle que quand même les charges qui pèsent sur le travail, elles ne sont pas liées, bien sûr, ça fait, je crois que Édouard Philippe dit c'est 45 ou 47 euros par mois pour un salarié. Bon. Mais les charges qui pèsent sur le travail, il faut expliquer aux gens, ce n'est pas un truc non plus idéologique, c'est fait pour financer notre système de protection sociale. Et donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on n'aborde pas le débat de fond, eh bien on ne réglera pas le problème. Les charges qui pèsent sur le travail, ça a commencé sous Chirac. Il n'y a quasiment plus de charges sur le SMIC depuis Jacques Chirac. Donc, moi, je veux bien qu'on continue, mais on a bien vu que le chômage n'a pas baissé depuis Jacques Chirac, ça se saurait. Enfin, ni sous Chirac, ni sous Sarkozy, ni sous Hollande, d'ailleurs. Donc, il y a un vrai problème de fond dans ce pays. Et moi, ce que je déplore, on nous explique que tout ça, il y a une vague de modernité, qu'on va faire de la politique autrement. Moi, je veux bien l'entendre, sauf que je m'aperçois qu'on continue à bricoler plutôt que d'attaquer les problèmes de fond. La modernité, ça va pas assez loin. La modernité, c'est de poser les vrais problèmes. Daniel Fasquelle, il y a 2 jours sur ce plateau, parlait de Jean-Marc Ayrault en disant que finalement c'est aussi mou et aussi... Non, mais moi je veux pas être là-dedans parce que moi j'avais eu un débat, même au sein de ma propre famille politique, ce que je vous dis, ils ne sont pas d'accord avec moi. Il faut qu'on débatte sereinement de où on a un déficit structurel dans nos politiques publiques qu'on mène. Et est-ce qu'on est prêt à les remettre en cause? Voilà, c'est quand même pas compliqué. Pardon, mais Emmanuel Macron a quand même Gérald Darmanin et Édouard Philippe dans son équipe, des responsables politiques qui étaient de votre camp politique, qui a priori pensaient comme vous? Visiblement pas. Mais encore une fois, je suis peut-être assez atypique dans ma propre famille, mais
Mais ce débat de fond, on ne l'a pas eu. Et Dieu sait que moi, j'ai milité depuis 2012, depuis notre défaite au présidentiel, pour qu'on ait ce débat de fond et qu'on ait une vision moderne et politique de notre avenir. Parce que c'est ça l'enjeu. Bon, c'est pas uniquement d'avoir un site internet et d'être marcheur. C'est comment on affronte les problèmes de 2020 ou plus tard. Bon, mais c'est maintenant que ça se prépare. Bon, on ne l'a pas eu en 2012. Parce qu'on nous expliquait, vous savez, en 2012, on n'avait pas le droit de faire le... Comment ça s'appelait droit d'inventaire. Voilà, on n'avait pas le droit, tout ça, c'était bien, fallait se taire, tout ça. Donc on a dit, ok, excusez-moi, j'avais oublié, j'avais pas le droit de le dire. Bon, d'accord, ok. Bon, là, on n'a pas été excellent non plus en 2017. Il serait peut-être temps qu'on discute des vrais problèmes. Alors, si on peut discuter avec le gouvernement, je ne suis pas contre, mais il faut que dans notre pays... Parce que si on ne le fait pas, vous savez ce qui va se passer. Au final, c'est les extrêmes un jour qui gagneront dans ce pays. Parce que là, aujourd'hui, il y a la virginité du pouvoir pour Emmanuel Macron. Formidable, tout le monde croit qu'il est formidable, tout ça. Bon, il n'a jamais exercé le pouvoir. Il a été ministre quelques mois, mais il n'a pas exercé réellement le pouvoir. Donc on peut lui donner ce crédit. Moi, je lui donne. Je ne fais pas de procès d'intention. Vous trouvez ça petit bras, pour résumer, vous trouvez ça petit bras. Oui, parce qu'on n'attaque pas les vrais problèmes de fond. Alors, vous parliez de la taxe d'habitation. C'était effectivement la promesse forte d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Supprimer cette taxe d'habitation pour 80% des foyers, de quoi augmenter le pouvoir d'achat de millions de Français, disait-il. Cette promesse, il l'a martelée à chaque meeting. J'ai décidé d'exonérer 80% de nos concitoyens de cet impôt. C'est une mesure d'efficacité et de justice. Elle se fera évidemment en préservant en totalité les finances des collectivités territoriales et leur autonomie fiscale. Le pouvoir d'achat pour les classes moyennes, en supprimant la taxe d'habitation pour 80% des Françaises et des Français. Je sortirai de la taxe d'habitation 80% des Françaises et des Français. Voilà, on l'avait bien compris, mais voilà, mardi dernier, Édouard Philippe a quelque peu semé le trouble en annonçant la progressivité de la mesure. C'est dans ce cadre que nous engagerons la concertation sur la réforme de la taxe d'habitation, qui doit contribuer d'ici la fin du quinquennat à rendre du pouvoir d'achat à l'immense majorité de nos concitoyens. Je sais cette réforme attendue par les contribuables, mais redoutée par les élus. La taxe d'habitation est aussi nécessaire aux budgets locaux qu'elle est injuste dans son calcul et son évolution pour les contribuables. Et qui peut dire le contraire ? Denis de Montpion, est-ce qu'il faut parler, oui ou non, d'un revirement politique, à la lueur de ce qu'on vient d'entendre ? Non, c'est peut-être pas un revirement politique, mais en tout cas, on découvre que Emmanuel Macron était apparu comme sortant de nulle part, Jupiter, etc., qu'il allait tout révolutionner. En réalité, il ne pouvait pas ignorer la situation des finances publiques pour avoir été ministre de l'économie. Et il est très vraisemblable qu'il avait déjà en tête qu'il ne pourrait pas, indépendamment de l'audit de la Cour des comptes et des 8 milliards de déficit supplémentaire, il ne pouvait pas ignorer que, évidemment, cette taxe d'habitation, ça ne se ferait pas... Mais alors vous êtes en train de nous dire qu'il a menti en annonçant... Écoutez, il a fait de la politique, quoi. Il a fait de la politique comme tous les candidats. Voilà, Nicolas Boudot. Ils ont un programme, et puis il est évident que... L'objectif, c'est Maastricht, c'est les 3%. Ils l'ont dit et redit, et c'est vrai que ce serait la France est dans une sale situation si il s'avisait de dépasser 3%, alors que le gouvernement précédent tablait sur 2,8%. Et donc, il va y avoir une espèce de tuilage comme ça il va faire en sorte que la CSG, qu'on l'appelle taxe d'habitation, CSG, tout ça c'est des impôts en réalité. Parce que quand Michel Rocard a créé cette taxe, c'était un impôt déjà. Et il était inscrit et écrit dès le départ que ça se terminerait comme ça. Enfin, ça ne fallait pas être grand clair pour le deviner. Alors effectivement, aujourd'hui, ils vont faire joujou avec ça. C'est-à-dire que voilà... tout le monde va être assujetti à la CSG et donc ils vont élargir d'une certaine manière l'assiette des gens qui étaient exonérés même de la taxe d'habitation. Ceux qui sont, je crois, qui touchent 10 708 € par an. Il y a une double condition. Il faut avoir plus de 60 ans. C'est une condition d'âge, il y a une condition d'hier, l'impôt sur le revenu. Et donc, ils sont exonérés. Mais
aujourd'hui, ils vont tous être touchés par l'augmentation de la CSG. De fait, quoi. Nicolas Boudot, il nous dit il fait de la politique, d'accord, mais en termes d'image, c'est catastrophique de commencer un quinquennat avec une promesse pas vraiment tenue ou à moitié tenue. Oui, c'est pas terrible de promettre des baisses d'impôts et finalement, quand on met tous les discours les uns au bout des autres, se rendre compte qu'on va assister à une augmentation des impôts et même pire, à une augmentation de la pression fiscale puisqu'on va élargir l'assiette et donc le nombre de foyers fiscaux qui vont être concernés par ces augmentations. Donc, c'est peut-être un petit peu complexe et un petit peu techno tel qu'on le raconte ce soir, mais ça veut dire que fondamentalement, on nous a promis une baisse de l'ISF, une disparition majeure de la taxe d'habitation et finalement, mardi après-midi, on a appris qu'il y aurait une augmentation de la CSG et que les baisses promises se feraient un jour ou l'autre si le temps le permet et en fonction de critères futurs. Et donc, ça crée un aléa dans la tête des Français qui est absolument terrible. Pour un gouvernement qui, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, n'a pas une cote de popularité extrêmement haute. Et on l'avait dit sur ce même plateau. Oui, il y a un hiatus entre la perception médiatique et la perception de l'opinion publique. Et donc, ça risque de s'aggraver. Et pour Édouard Philippe et pour les ministres, en effet, issus du camp de la droite qui sont à Bercy, vont s'ouvrir probablement des jours un tout petit peu difficiles. Il faut véritablement que des réformes structurelles puissent aboutir. Je pense à la réforme du Code du travail, par exemple, ou bien à des réformes liées à l'éducation nationale ou sur d'autres sujets qui permettent à l'opinion publique de croire de nouveau en la capacité du gouvernement et du président de la République jupitérien de faire autre chose que de la communication depuis qu'ils sont élus et d'avoir des résultats. Et on le voit bien d'ailleurs dans la question politique sur laquelle on reviendra tout à l'heure. On voit bien que les Français sont sceptiques. Éric Berdoati, vous qui êtes un élu local, qu'on comprenne bien très concrètement, cette suppression de la taxe d'habitation, ça représente quoi pour vous ? La taxe d'habitation, c'est... alors maintenant, en plus, ça a été fusionné, parce que vous savez que dans la taxe d'habitation, il y a une part communale, une part départementale, ça a été fusionné. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas noyer nos téléspectateurs, mais je voudrais revenir sur le principe, parce que moi, je vais vous dire ce qui serait moderne. Ce qui serait moderne, c'est que, parce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut qu'on appartienne tous à la même société, le sentiment d'appartenance à la nation, d'identité, etc. Très bien. Sauf que quand vous commencez à dire il y en a qui payent et il y en a qui ne payent pas, ça ne marche plus. Et il y a déjà le problème avec l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, vous avez moins d'un foyer fiscal sur deux qui ne paye, qui ne paye pas l'impôt sur le revenu. Absolument. Et là, et donc, moi, ce que je défends et ce que je souhaite, c'est que tout le monde paye l'impôt sur le revenu, mais pas forcément pour assommer les gens, pas du tout. Si c'est symbolique, c'est peut-être un montant forfaitaire de 15 € annuel, j'en sais rien. C'est à décider avec les techniciens pour regarder. Mais est-ce qu'on peut rappeler à quoi elle sert cette taxe d'habitation ? Oui, j'y arrive, mais c'est bien de rappeler les principes avant d'arriver dans le technique. C'est ce que souhaitait Raymond Barre en 1976. Oui, j'étais mineur et j'étais très jeune, mais... Non, mais pour vous dire que tout le monde paie l'impôt sur le revenu, j'ai l'impression d'avoir entendu... Mais c'est moderne, c'est moderne. Le consentement à l'impôt, c'est un des marqueurs de l'appartenance à une nation. C'est très important. Et là, on nous explique. Alors, bien sûr, il y a des exonérations. Monsieur l'a dit, il y a sur la TH, sur la taxe d'habitation, pardon, il y a des exonérations qui existent en fonction de vos revenus, de votre âge, etc. Bon. Et qui sont justifiées complètement. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas ça qu'il faut remettre en cause. Mais là, on avait quelque chose qui était assez bien partagé sur l'ensemble du territoire national. Et on nous explique qu'on va en exonérer 80%. Mais il faut faire le contraire. Ce qui serait moderne, c'est de réformer cet impôt qui, là, sur le diagnostic, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, il est injuste. Parce que les bases n'ont pas été révisées depuis les années 70 et que personne n'a le courage de rentrer techniquement dans ce dossier parce que c'est très compliqué depuis 40 ans, 45 ans. Est-ce que c'est pas plus simple de le supprimer ? Non, oui, enfin, vous savez, d'abord, il a un premier problème, c'est que de toute façon, quand vous supprimez une recette, constitutionnellement, il doit la compenser. Ouais, l'État a dit qu'il allait compenser la... Donc, le seul petit problème que ça pose, alors après, on arrive dans un autre domaine. Les 80%, c'est à peu près 12 milliards d'euros de manque à gagner pour les collectivités. 12 milliards. Donc il va falloir qu'il le compense. Bon, sur le budget de l'État. Bon, on ne va pas revenir sur notre discussion de tout à l'heure, mais enfin là, il prend 12 milliards de plus. Bon. Vous craignez qu'il ne le fasse pas ? Mais quand on regarde son programme, ces 12 milliards-là ne sont pas financés. Et donc, il y a deux solutions pour financer ces 12 milliards qu'il doit compenser. Soit l'augmentation de l'IRPP, impôt sur le revenu, pardon, soit la baisse des dotations aux collectivités de 10 milliards, ce qui est annoncé depuis la semaine dernière, comme par hasard. Et c'est-à-dire qu'il va demander aux communes de financer elles-mêmes la propre exonération que lui a décidé. Je ne sais pas si je suis très clair, mais vous voyez un peu le truc. Mais là, ils sont en train d'ajouter dans les communes participation aussi. Oui, mais pour reprendre votre expression, est-ce qu'il n'y a pas du gras à trouver dans les communes ?
Mais ça dépend desquels. Je vais vous dire, moi... franchement, puisqu'on se parle franchement, et que vous êtes plutôt un libéral, et vous avez soutenu François Fillon, il y a beaucoup de petites communes qui sont effectivement en grande difficulté, mais on connaît tous des communes, ou des grandes communes, ou dans des grandes villes, où c'est peut-être des poncifs, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qu'il y a beaucoup de gens, dans beaucoup de services, et qu'en coulisses, on vous dit... on garde tout le monde parce que sinon, dans la commune, c'est le principal employeur et si on supprimait des postes, il y aurait trop de chômage, mais c'est vrai que les gens n'ont pas trop de travail. C'est vrai ou c'est faux? Alors moi, en tous les cas, je peux vous dire que ma masse salariale a baissé d'1,5 million l'année dernière, compte administratif à compte administratif, que c'est la première fois entre 2014 et 2015 dans l'histoire de ma commune où l'intégralité de mes dépenses sont inférieures de l'année 2015 par rapport à 2014. Donc on peut avoir des gestions tout à fait. Bon. Ma masse salariale, c'est 46% de mon budget. Mais chez vous, j'imagine, mais chez vos collègues, franchement. Il y en a peut-être, oui, il y en a peut-être. Mais moi, je ne suis pas là pour leur jeter la pierre. Mais bien sûr, mais chacun doit balayer devant sa porte. Il faut regarder les ratios, la dépense par habitant. Peut-être des communes où il faut regarder. Oui, bien sûr. Alors, combien même... Mais ce n'est pas le sujet. Enfin, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. C'est que... ensuite, il y a un autre problème qui se pose et qui est très grave à mon sens. Et qui est peut-être même plus important que les fameux 10, 12 milliards, comment on les compense, etc. Aujourd'hui, on sort d'une période où on a eu des attentats dans notre pays, terribles. Bon. Moi, le soir du Bataclan, il se trouve que j'étais chez moi, etc. Et le préfet m'appelle, je ne veux pas dévoiler de secret, mais le préfet m'appelle, il était minuit moins le quart, minuit. Il me dit, monsieur le maire, j'ai un hippodrome sur la commune de Saint-Cloud. J'avais des courses le lendemain. Bon. Il me dit, monsieur le maire, on a un petit problème, vous avez vu ce qui s'est passé au Bataclan? Alors je dis, oui, bien sûr, je suis très au courant. Je ne vais pas dévoiler des trucs, mais il me dit, il y a encore 2 individus qui se sont échappés, qui sont passés par les Hauts-de-Seine. Et donc, monsieur le maire, je vous demande de ne pas tenir les courses demain matin. Bon. Je dis, écoutez, moi, je vais bien prendre un arrêté pour fermer les courses. Enfin, ça pose un certain nombre de problèmes. Je vais assez vite. Je réveille le président de France Gallo. Vous voulez en venir où? Et en fait, on a organisé la vie de nos concitoyens avec les équipes municipales. Parce qu'une fois que le GIGN et tout ça a fait son boulot, qui s'occupe de la vie quotidienne des gens? C'est les élus municipaux et les agents municipaux. Et ça payé par... Mais pas payé par, mais c'est là où fonctionne encore la démocratie dans notre pays. C'est là, dans les communes, qu'elles soient de droite ou de gauche, c'est là où fonctionne encore bien la démocratie dans notre pays, ce qui n'est pas le cas partout. Bon. Si vous dites aux communes dont la taxe d'habitation, c'est une recette qui doit osciller entre 30 et 40% pour les budgets municipaux, c'est quand même très important. Bon. Si vous leur dites, d'abord, vous n'avez plus la liberté, parce que vous votez votre taux, et donc c'est une recette qui peut diminuer comme augmenter suivant la façon dont vous gérez votre commune. Vous n'avez plus la liberté de gérer votre commune. Donc d'abord, ça ne sert plus à rien d'avoir des élus. C'est une mainmise de l'État sur vos budgets. C'est de la centralisation. Les préfets font ça très bien, vous n'avez plus besoin d'élus. Vous dites au préfet, voilà, je vous donne la dotation, vous me gérez ça tranquille, pépère, et puis voilà, terminé. Mais là, on est dans le système français. On se demande, on a l'impression qu'on peut faire des économies nulle part. On ne peut pas en faire au niveau de l'État, on ne peut pas en faire au niveau des départements. Mais c'est pas un problème d'économie. Les communes se défendent. Mais c'est pas. Mais non, fait-on des économies? Moi, je l'ai fait dans ma commune. Non, mais je l'ai dit. Bon, d'accord. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale, moi, j'ai quelques idées, mais c'est quand même très important. Vous avez une tension sociale dans notre pays qui est terrible. La mise sous tutelle des communes, croyez-moi, c'est hyper dangereux pour l'avenir. Pour vous, c'est une mise sous tutelle des communes? Mais bien sûr, parce qu'en plus... Et c'est volontaire? Vous pensez qu'il y a une volonté politique? Non, ça c'est parce que, comme lui, le président de la République n'a jamais été élu, il ne sait pas ce que c'est. Donc c'est peut-être pas volontaire. Édouard Philippe, son Premier ministre, est un maire. Oui, mais enfin, c'est pas lui qui décide. Non, enfin, on imagine qu'ils travaillent ensemble quand même. Non, mais ça se saurait. Et donc... vous ne pouvez pas décider, parce qu'en plus, ils vous disent, mais on va vous donner la dotation. Mais je vous rappelle que c'est précisé, elle est compensée à l'année de référence 2016. Or, moi, chaque année, il y a une dynamique. Des bases et éventuellement des taux. Moi, je n'ai pas augmenté les taux depuis 5 ans, mais sur la taxe d'habitation. Mais c'est quelque chose... Vous reconnaissez que l'impôt est énormément... Mais il faut le réformer. Ce qui serait moderne, c'est de le réformer. Mais alors, vous me dites, on ne peut pas réformer. Moi, je vous dis, si, on peut le réformer. Bon, quand bien même l'État compenserait, comme il l'a promis, des maires, même constructifs, redoutent que cette compensation ne dure qu'un temps. Ça aussi, c'est un argument. Et c'est le cas de Jean-Christophe Lagarde, qu'on va écouter, le maire UDI de Drancy. On ne doit plus être maire maintenant. C'était sans doute attractif électoralement. Ça fait plaisir aux gens, les promesses, comme d'habitude. Bon, puis au lendemain des élections, les promesses, elles commencent à être plus compliquées à afficher et à appliquer. Dans un budget comme la ville de Drancy, sur 100 millions d'euros, ça représente 13 millions. En fermant la médiathèque, en fermant la piscine, en fermant le centre municipal de santé, en supprimant la restauration scolaire, en supprimant tout un tas de services, j'arrive même pas à retrouver ces 13 millions. Donc évidemment que l'État va nous le compenser. Mais il va nous le compenser la première année. Et puis les années suivantes, forcément, ça se dégradera. Éric Berdoati, c'est ce que vous redoutez également? Mais oui, parce que la baisse des dotations... vous savez, les gens disent, tant mieux, on fait des économies, on fait la baisse des dotations. La baisse des dotations, c'est quand même un truc scandaleux. La dotation qui est donnée aux communes, c'est pas un cadeau bonus pour les maires. C'est la dette contractée par l'État
quand il a décidé en 82, avec les lois de décentralisation, de transférer des compétences aux communes. Il a contracté à ce moment-là une dette, il lui a transféré des charges et il doit les compenser. Bon. Je n'ai pas observé depuis 82 que le coût de la vie publique, enfin je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, le panier de la ménagère, est diminué. Donc au contraire, on devrait avoir une bonification de notre dotation. On est en recul, on est obligé de faire un certain nombre d'économies. Parfois, il y a des communes qui ferment des crèches. Il y a quand même un autre aspect, c'est que depuis 20 ans dans ce pays, il s'est stratifié. Alors ça, c'est un autre sujet, ça. Oui, mais enfin... La multiplication des strates. Voilà, exactement. Et tout ça a un coût. Enfin, vous avez des communautés j'ai été le seul maire depuis le 1er janvier 2016. Pourquoi ne pas fusionner des communes, en faire disparaître? Il y a 36 000 communes en France. Enfin, c'est une aberration. Vous avez même dans notre pays 17 communes qui n'ont pas d'habitants. Voilà. Donc il y a sans doute des sources d'économie. Le préfet qui est obligé de nommer un maire. Enfin, c'est un truc de fou. Mais moi, j'ai été le seul maire. Vous savez, on a une métropole depuis le 1er janvier 2016 en région parisienne, la métropole de Paris, la métropole du Grand Paris. Il y a 131 communes. J'ai été le seul maire à faire un recours devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de ce dispositif. Je ne suis pas contre la métropole dans l'absolu, sauf que ce texte est mauvais. Rajoute une strate. Ce texte est mauvais, il en rajoute 2. En Ile-de-France, on a 5 strates maintenant. Donc, je n'ai pas eu gain de cause parce que le Conseil d'État a rejeté ma requête. Oui. Mais franchement... Très politique, cette métropole du Grand Paris. Tous ceux qui me disent un certain nombre de choses, moi je suis d'accord avec vous, mais qu'ils agissent. Moi j'ai fait un recours contre la métropole, j'étais courageux. Et on va passer à la question politique de la semaine avec vous, Nicolas Boudot, en collaboration avec Opiniono et le cabinet Tilder. Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d'accord? Ça va être éclairant pour vous. Écoutez aussi, il faut mettre en œuvre les baisses d'impôts promises pour les ménages et les entreprises dès 2018, quitte à ne pas ramener le déficit public sous les 3%. 56% des sondés sont d'accord avec cela. Il faut ramener le déficit public sous les 3% du PIB, quitte à reporter certaines baisses d'impôts promises pour les ménages et les entreprises. Cette fois, 40% sont d'accord avec cela. Nicolas. Ils sont courageux, les 40%. Ils sont courageux, ouais. Il y en a 40, sinon. Oui, on voit que les Français ne sont pas complètement d'accord avec les annonces du gouvernement. On peut l'expliquer assez facilement, c'est la continuité du ras-le-bol fiscal. Vous savez, ça a imprégné l'opinion publique de manière extrêmement puissante et ça continue. Puis il y a une deuxième cause, c'est aussi le ras-le-bol des promesses fiscales non tenues. Et donc là, les Français deviennent un tout petit peu égoïstes et ont vraiment envie de voir les impôts baisser. Et puis, troisième point, considérer que l'argument selon lequel il faut réduire les déficits et les ramener à 3% du PIB, c'est un discours technocratique tellement éloigné du quotidien des Français que ça ne peut pas du tout impacter. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de retrouver un discours qui soit rassembleur et qui montre aux Français qu'il y a un destin politique commun à construire. Et ça manque. On en a eu un peu pendant la campagne présidentielle. Souvenons-nous d'Emmanuel Macron hurlant « c'est notre projet ». Il mériterait, ce projet, d'être rappelé et mieux défini plutôt que de nous vendre des mesures ultra technocratiques. Sinon, si on continue comme ça, le ras-le-bol fiscal qui a emporté un certain nombre de gouvernements emportera celui-ci et d'autres après lui. Cela dit, il joue assez habilement quand même, puisqu'il élargit l'assiette. Il n'est pas du tout dans la même situation que François Hollande, qui avait procédé, pour reprendre l'expression de son ministre de l'économie Moscovici, au matraquage fiscal. C'est-à-dire qu'il ne tape pas... Vous trouvez qu'il fait ça avec plus d'habileté ? Oui, certainement, puisque ça va jouer sur la CSG, ça va jouer ici et là, le paquet de cigarettes, etc. Je ne suis pas sûre que le message global pour les Français soit... il n'y a pas comme ça tous les mois ou tous les trimestres, enfin, vous savez, la feuille d'impôt qui arrive et qui... voilà, là, les gens constatent que c'est très dur. Et qui plus est, il s'y prend dès le début de son quinquennat. Il n'a pas attendu 2 ans. Donc il le fera oublier. Et... il est assez habile, pour ne pas dire malin, pour retomber et se rétablir d'ici 1 an ou 2. On a quelques secondes pour cette deuxième question. Diriez-vous que la hausse du prix du paquet de cigarettes à 10 € fera baisser la consommation de tabac? Oui, 44%, non, 56%. Ça n'a rien à voir, mais ça montre à quel point les Français sont sceptiques. Ils sont sceptiques et là, ils contredisent l'OMS qui considère que plus l'augmentation du tabac a lieu, plus les gens arrêtent de consommer. C'est l'état Janus, vous savez, la mythologie romaine est à la mode en ce moment, donc l'état Janus, c'est le dieu aux 2 visages. D'un côté, on considère qu'il faut une démarche de santé publique qui permet d'expliquer l'augmentation du prix du tabac, alors qu'en réalité, ça fait des revenus fiscaux supplémentaires pour l'État, et donc on se cache derrière la santé pour cacher un impôt.
Voilà le résultat de cet état Janus et c'est assez intéressant cette conciliation entre les deux. Et on va rester sur cette belle image. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Dans un instant, vous retrouvez Justine Corbillon pour un nouveau journal. Le Grand Soir vous présente à la une des Échos